Et je donne la parole maintenant à Marc-Olivier Gossy, qui est donc le premier président du Centre national des jeunes chirurgiens, sur Avenir de la chirurgie, quelles attentes des jeunes chirurgiens? Merci beaucoup de m'avoir permis de parler devant l'Académie. C'est toujours un honneur pour moi. Et donc sur le sujet, quel avenir de la chirurgie, quelles attentes des jeunes chirurgiens, et si vous me permettez, ce terme d'attente, finalement, ne m'a pas très bien convenu. J'ai envie de dire quelles sont les intentions des jeunes chirurgiens, parce qu'il y a une sorte de passivité dans le terme d'attente qui convient, vous l'aurez compris, plus aux activités des jeunes chirurgiens ou aux associations jeunes dans les associations de spécialité. Quand nous avons créé le Conseil national des jeunes chirurgiens, nous avons créé ça autour de 3 objectifs qui étaient dans le cadre de l'amélioration de la formation, d'avoir des objectifs nationaux, une formation initiale optimisée avec des outils modernisés, donc ça rentre tout à fait dans le cadre de la précédente présentation, et l'évaluation réciproque et transparente. Donc, pourquoi on est arrivé là? Encore une fois, l'augmentation du numerus clausus, manque de terrain de stage, des filialisations un petit peu opaques, difficulté à faire ces parcours, des maquettes, manque de postes d'assistants, de CCA, stagnation, diminution du nombre d'universitaires dans les spécialités, au ratio de l'augmentation du numerus clausus, et puis l'absence de modification des modalités de formation qui ont entraîné des difficultés de formation. Car, vous le savez, on n'enseigne pas de la même façon à 6 étudiants qu'à un amphithéâtre complet. Et aujourd'hui, bienvenue dans le big data de la formation, nous passons de 1 versus 6 à 1 versus exponentielle x. On ne sait plus, on ne peut plus les compter, donc c'est de la formation, peut-être autant dire de masse. Toujours est-il qu'il faut s'adapter à cette nouvelle ère et à cette nouvelle modalité de formation. Donc les maquettes sont effectivement de plus en plus difficiles à remplir. L'obtention des stages validants pour inscription au DES devient un vrai casse-tête. Le DES de chirurgie générale est-il vraiment encore un privilège face aux spécialités médicales qui, vous le savez maintenant, sont filiarisées par DES? Et donc on cherche dans les agréments de manière de valider des stages et de valider l'avancée des maquettes des chirurgiens en formation. Mais bon, le système, on l'a bien compris, implose un petit peu et il est temps de modifier les choses. Et d'autant que ces maquettes, vous le savez, ont été peu modifiées depuis 20 ans. Les conséquences sur la formation initiale de l'errance de certains jeunes chirurgiens, malheureusement, c'est que, vous voyez ici, c'est la courbe du classement à l'ECN. Ceux qui réussissent très bien ont un choix royal. L'investissement est immédiat dans leur spécialité et ils bénéficient de 5 ans pleins, je parle de la chirurgie, 5 ans pleins de formation de la première à la dernière année. Et puis, bon, il y a ceux qui réussissent mal, qui ne font pas de chirurgie, et puis il y a ceux du milieu, ceux qui ont moyennement ou pas bien réussi, mais qui sont quand même réussi à rentrer dans la filière de chirurgie, et eux, ils se cherchent un petit peu. Souvent, on arrive quasiment à 2 ans d'errance, c'est-à-dire en dehors de la spécialité qu'ils souhaiteraient pratiquer, ils ne peuvent pas s'investir parce qu'ils ne sont pas encore dans la maquette, et ils ne valident pas encore la maquette de leur DES, et de leur DESC, et donc qu'ils ne peuvent pas s'impliquer totalement parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir entrer dans ce desk. Et donc, une fois qu'ils sont sûrs de pouvoir faire leur desk, déjà 2 ans sont révolus et ils doivent rentrer à ce moment-là. Et donc, il y a des DU qui s'accumulent, des congrès, des publications, ils doivent accélérer. Finalement, la phase de formation initiale est réduite à peau de chagrin parce que cette phase pendant laquelle la formation initiale devrait être faite a été bâclée à cause d'un problème de validation de maquette. Et de plus, les matières fondamentales qui devraient être enseignées pendant cette formation initiale, elles sont que très peu acquises, vu que quand on commence l'interne de chirurgie, on a un interne à un niveau quasiment 0, vu que 15% seulement 10 à 15% seulement des questions de l'internat concernent de la chirurgie. Alors, pour les maquettes de situation rencontrée, un taux d'inadéquation fort dans certaines villes, qui actuellement, on va dire, ont la chance, si les choses changent, ce sera plus le cas, mais d'avoir un taux d'inadéquation fort qui leur permet d'accéder à leur stage. Et puis, il y a l'option de la filialisation stricte qui semble quand même une meilleure option. En ORL, en ophtalmologie, en neurochirurgie, en stomatologie, c'est actuellement ce qui se passe. Il y a une meilleure régularisation, mais on dira toujours qu'il y a un manque de culture chirurgicale générale, même si on peut demander au départ à faire un stage ou 2 de formation transversale. C'est ce que font ceux qui réussissent le mieux à l'internat. Ils choisissent le stage qu'ils veulent, ils prennent un stage de chirurgie vasculaire, et puis après ils font de l'orthopédie, par exemple. Et puis le problème du droit au mort. Globalement, le choix de stage permet de
conserver la possibilité de parcours qui sont originaux, l'émulation entre les différents terrains de stage, et puis l'ouverture de stages validants dans les hôpitaux périphériques en libéral. Mais attention, pas toujours formateur. Je vous rappelle que la loi de santé souhaitait que les ARS valident les formations, les terrains de stage. Or ça, personne n'en a voulu, fort heureusement. Donc la condition, c'est qu'il y ait une évaluation nationale des terrains de stage, encore des datas à analyser, une lisibilité de l'offre de stage et étendre le choix à l'interrégion. Effectivement, si toutes ces données étaient centralisées, par exemple dans une maison de chirurgie, eh bien, on pourrait donné une lisibilité aux nouveaux internes qui arrivent dans leur formation. Quand on leur demande aussi, puisqu'on en parle, est-ce qu'il est nécessaire d'accroître l'offre de terrains de stage des internes dans les hôpitaux privés et des cliniques? C'était une enquête du SIHP en 2013. Eh bien, il y a une majorité de oui, comme vous le voyez. Alors, effectivement, c'est aussi confirmé dans le rapport de l'IGAS 2015, mais attention, tout de même quelques bémols à ça, pas n'importe comment. C'est-à-dire, on parle du libéral, il faut y aller, certes, mais s'il n'y a pas une évaluation à nouveau de ces terrains de stage, on ne pourra pas déterminer si ces stages sont réellement formateurs. Donc, attention non plus à ne pas tomber dans l'excès inverse. Effectivement, dans le rapport de l'IGAS, ils disent qu'il y a une grande part des activités se réalise au sein des cliniques privées. C'est peut-être discutable. Mais pour autant, il faut au moins évaluer ces terrains de stage pour pouvoir offrir une offre visible aux internes qui arrivent dans ces terrains de stage. Effectivement, la formation n'est plus l'apanage seulement des universités, des CHU, mais pour autant, je pense qu'il faut que le CHU reste une valeur structurante de la formation et que tout s'articule tout autour. Cas particulier des stages de surspécialité, dans le nouveau cadre de la réforme du troisième cycle, en phase 2, en phase 3, encore une fois, le rôle central des collèges, et je vous adresse ce message expressément, ce sera de repérer des terrains de stage qui sont susceptibles de former des chirurgiens. Pourquoi ne pas favoriser et organiser des échanges, quitte à sortir du cadre strict de la formation sur 6 mois de stage, peut-être envoyer 1 semaine, 2 semaines à l'interne dans un centre de formation. Et ça, si les collèges arrivent, je sais que ça se fait dans certaines spécialités, si les collèges arrivent à colliger ces informations et qui souhaitent recevoir des internes en formation pour une durée un peu courte, mais qui serait très très formatrice en termes de valeur ajoutée, effectivement, ça peut être un très bon moyen de promouvoir le nomadisme médical tel qu'on l'a toujours pratiqué et qui permet d'apprendre auprès de ceux qui savent. Promouvoir la mobilité, c'est donc aussi indispensable. Le droit hors mort, il doit rester possible, mais il ne doit pas être excessif non plus. 2 ans après le début, quel que soit le schéma du cursus, un choix personnel et éclairé, et le rôle, bien sûr, des patrons qui doivent prendre la responsabilité face à des internes qui sont peut-être inaptes à faire de la chirurgie ou du moins une spécialité. C'est quand même une responsabilité qui incombe aux patrons. Alors, les chiffres du sondage du CNJC qu'on avait fait en 2014, toutes spécialités confondues avec 476 réponses, la durée. La question, c'est la durée, alors 5 ans, 4 ans, 6 ans. Est-ce que la durée, effectivement, paraissait importante à 2 tiers les internes étaient prêts à diminuer à 6 ans leur formation si, et seulement si, il y avait une modification du statut et un salaire au moins équivalent sur les 2 dernières années, et la formation par ailleurs optimisée. Ça aussi, c'est un point important qui doit interpeller aussi les collèges et les sociétés savantes. Si et seulement si. Alors, la durée, finalement, est-ce que la modernisation de la formation en chirurgie doit passer uniquement par une réflexion sur la durée de formation? Il ne faut pas confondre les objectifs et les moyens. Or, le temps reste encore seulement un moyen. Et les objectifs sont à côté. Donc, il faut effectivement bien réguler le temps, mais ça dépend de tout ce qu'on va mettre dedans. Il y a des internes qui, malgré 5-6 ans de formation, ne sont pas réellement bien formés. Donc, j'avais un premier point sur les objectifs nationaux. Actuellement, la visibilité est un petit peu difficile. On a d'un côté des examens qui incombent au collège, de l'autre côté des universités, des interrégions qui délivrent leurs diplômes aussi. Et finalement, la visibilité, vous demandez à n'importe quel interne qui n'est pas un tant soit peu initié, la différence entre CNU, collège, société savante, CNP, etc., il ne la connaît pas, si tant est qu'ils connaissent même les acronymes qui leur correspondent. Donc, ce que nous, on propose, puisque effectivement on s'est inclus dans ce débat, c'est que les collèges puissent obtenir des objectifs nationaux au niveau national, l'université doit être le moteur, le facteur de délivrance de ces objectifs nationaux, doit vérifier que ces objectifs soient bien accomplis, elle doit délivrer les ressources, les moyens d'application et la qualité, puis à la fin, un seul diplôme, parce que
Quel est le plus important finalement? Le diplôme du collège, le diplôme de l'interrégion ou quelque autre diplôme? On ne le sait pas. Donc des objectifs nationaux, un diplôme au final, pourquoi pas effectivement délivré au niveau national dans la maison des chirurgiens. Donc c'est quand même la majorité des jeunes qui le demandent. En bref, on simplifie, un DES, un diplôme, un métier, la règle des unités. Alors, la question du post-internat, est-ce que chaque année est de plus en plus difficile à résoudre l'équation? Vous le savez que trop bien. L'hétérogénéité territoriale sur la répartition, souvent une seule solution proposée aux candidats, et puis un secret jalousement gardé jusqu'à la fin. Certains ne connaissent même pas si leur poste, leur position, en novembre, alors que nous sommes en octobre. Hein. Voilà. Ensuite, pensez-vous que le statut de CCA soit le mieux adapté à valider le post-internat? Il y a quand même encore beaucoup de oui à cette question, 66%, mais c'est un peut-être, franc et massif. Et finalement, si on analyse un petit peu plus précisément quels sont les facteurs qui sont importants, c'est que certains disent qu'il est obligatoire. C'est obligatoire, c'est-à-dire c'est une spécialité index où le post-internat est obligatoire, et c'est aussi indispensable à la formation. Donc finalement, CCA, c'est quand même chef de clinique assistant, c'est-à-dire il y a une valence universitaire. Et cette valence universitaire, eh bien, elle arrive que peu après. Donc le post-internat reste indispensable, c'est vraiment le creuset du compagnonnage. L'accessibilité au post-internat permet, il faudrait rééquilibrer le ratio internat et post-internat. Actuellement, 2,6 internes pour un poste de post-internat, ce n'est plus tenable. Et il y avait, je vais vous parler juste après, d'un texte de la conférence des doyens qui m'a un petit peu interpellé. Donc des solutions, finalement une phase 1, une phase 2 pour une formation initiale, qui constituerait ce qu'on appelle aujourd'hui l'internat, passer la thèse, faire la phase 3, ce sont encore que des propositions, et pour l'instant elles ont l'air assez consensuelles au sein des associations jeunes de spécialité, et je vous les livre pour que vous puissiez aussi y réfléchir. Un DES, tout ça rentre dans un DES. Dans cette phase 3, la possibilité d'être assistant partagé, des assistants spécialistes, et puis finalement des postes de CCA qui viendraient après, pourquoi pas sur demande, sur mérite, c'est un classement à la fin de ces DES, comme ça se trouve dans les grandes écoles finalement. On sort de Polytechnique, il y a un classement, on sort de l'ENA, il y a un classement qui permet d'aller à la Cour des comptes ou dans le bureau du maire du coin, quoi. Voilà. Donc, et puis finalement un exercice libéral ou public qui suivrait le DES ou le poste de CCA. Alors ce fameux texte de la conférence des doyens, clairement il est inquiétant parce que il y avait la possibilité de délivrer des postes de CCA sur des indicateurs de résultats. Et ces indicateurs de résultats, réservés aux candidats aux services et ou disciplines, ne sont clairement pas en faveur des chirurgiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas en avant l'enseignement au bloc opératoire. On parle d'heures de cours, on parle de nombre de référentiels, de scénarios produits lors de certaines simulations. On parle même du nombre de patients inclus dans certaines études. C'est sûr que des études sur le Plavix avec 3000 patients, c'est autre chose que 50 patients sur une étude sur les transferts tendineux au niveau de l'épaule, par exemple. Et donc, l'enseignement au bloc opératoire n'a pas été évoqué. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire que les postes de CCA seront tous donnés aux médecins, mais quand même restons vigilants sur le fait que tout de même, il faut être un chef de clinique en chirurgie, ce n'est pas la même chose qu'être chef de clinique en médecine. Pour autant, les postes de CCA doivent être plus orientés universitaires qu'ils ne le sont actuellement pour les chirurgiens. Alors des solutions, donc la phase 3, je vous en ai parlé. Il ne faut pas oublier que quand on dit oui, mais peut-être qu'on n'aura plus de CCA et les assistants, pour l'instant, ne produisent pas d'activité universitaire. S'ils sont inclus dans le DES, alors ils ont aussi une activité universitaire à produire puisqu'ils sont encore étudiants. Et donc, à partir de là, le problème de la production scientifique au niveau du DES, de la fin du DES, est résolu puisque ce sont aussi des postes universitaires finalement. Ce que nous ne voulons pas, au final, c'est des statuts hybrides interne junior, interne senior. La perte de la période de vraie responsabilisation des chirurgiens en formation. Je ne parle pas d'une responsabilité administrative, puisque la responsabilité administrative, par définition, elle est à l'hôpital. Mais d'une responsabilité dans le sens du raisonnement clinique et de l'acte opératoire qui lui succède. Et puis du suivi du patient, qui est indispensable. C'est une vraie responsabilisation telle que nous, chirurgiens, nous la concevons. Après, il y a le problème juridique, effectivement, qui se pose. Et là, bien évidemment, c'est la responsabilité administrative qui s'applique. Pas de perte de la perte du compagnonnage. Le clinica, c'est le creuset de la formation. Et il ne faut pas faire d'économies sous prétexte de réforme de la formation, mais ça, on l'aura compris. Ce à quoi nous travaillons, et non pas quelles sont nos attentes, consacrer le système de l'internat et du post-internat en sécurisant l'accès au post-internat, homogénéiser l'accès à la formation avec des objectifs clairs et nationaux, et puis mettre en place des outils de formation à l'échelle nationale, au moins préalables. Alors ces outils pour avancer,
L'échéance est proche. Pour l'instant, on avance difficilement. Ce n'est plus 2016, c'est 2017. Mais pour autant, tout n'est pas encore prêt, même si les choses sont finalement un petit peu en préparation et ont tendance à s'homogénéiser. Donc, effectivement, je vous invite aussi, avec des associations jeunes, à tout mettre en commun pour promouvoir un système homogène, de plateforme d'enseignement qui serait commune aux disciplines chirurgicales et qui permettrait au final de présenter quelque chose de consensuel à nos institutions et à nos gouvernants. Donc ça, c'est quelque chose qui est demandé, encore une fois, de trois quarts des jeunes sur le logbook et la validation théorique de base régulière. Donc les plateformes d'enseignement, je ne vous les présente plus. Par exemple, ça, c'est celle de chirurgie viscérale et digestive. Ça, c'est le logbook qui correspond aux associations de cardiologie et chirurgie cardiaque et thoracique. Et puis, en orthopédie, elle est à venir. La plateforme d'enseignement, c'est un support de l'acquisition des compétences pratiques et théoriques, des objectifs nationaux qui sont édictés par les collèges. Et puis, surtout, il y a un caractère qui est modulable, interactif. Il peut travailler quand il veut, il peut organiser son temps. Et finalement, il y a un engagement. Et n'importe quel neuropsychologue vous dira que quand il y a un engagement dans la pédagogie, dans l'apprentissage, eh bien, les choses sont nettement mieux intégrées que quand il y a une passivité devant un cours donné par un enseignant magistral, même si c'est un mode qui doit quand même être perpétué, mais au moins ces plateformes d'enseignement investissent les internes dans leur formation. Après, différents modèles, mais c'est un guichet unique pour la formation initiale et peut-être plus. Et au final, unifier. Si nous arrivons à nous unifier sur ces modalités de formation de type plateforme, je pense que de toute façon, un programme qui sera complètement prêt ne sera pas modifié ensuite par des institutions qui finalement n'ont pas que ça à faire. Et les DU, ben, c'est simple, elles doivent retourner à leur place d'outils de formation de surspécialité. La formation initiale, les plateformes, le DES et les DU, il ne faut pas qu'ils disparaissent, mais c'est la surspécialité. Et redorer le blason de l'enseignement, en parallèle, la recherche, les points SIGAP, les soins, la T2A, l'enseignement n'est pas très valorisé, et c'est pour ça, effectivement, c'est aussi une possibilité de favoriser l'enseignement si on arrive à valoriser l'engagement dans ces modèles. Donc je passe un petit peu. Les écoles de chirurgie, on y travaille beaucoup avec l'Académie de chirurgie. Il faudrait arriver à mutualiser tout ça, parce qu'il existe des centres qui sont exceptionnels de formation, et puis d'autres centres qui sont quand même plus à faire désirer. Donc, sachant que l'interne de chirurgie débutant, c'est un niveau 0, il faut absolument organiser ces formations dans ces écoles, dans ces maisons de chirurgie. Et de plus en plus, les patients sont demandeurs, jamais la première fois sur le patient. Les écoles de chirurgie qui devraient centraliser les cours théoriques, les pré-entrées, la simulation, l'entraînement sur cadavre, le parcours par spécialité. Et puis préparer aussi l'opération pour le lendemain. Ça reste quand même une base. Et aujourd'hui, ce n'est plus tellement, c'est de plus en plus difficile d'accéder au cadavre. Donc, forte hétérogénéité sur le territoire, faible accessibilité, manque de projets de formation autour des pré-entrées, d'organisation. Tout ça, il y a beaucoup de divergence et d'hétérogénéité sur le territoire. Et quand je vois qu'il existe des DU d'anatomie en chirurgie, finalement, est-ce que l'anatomie est en option? Il faut se poser des questions. Ce à quoi nous travaillons, donc redonner une place officielle et identifiable à la formation initiale avec de vrais supports, place aux matières fondamentales, permettre un suivi continu et personnalisé et donner à l'évaluation finale des supports objectifs. Enfin, je terminerai sur l'évaluation, évaluer pour comprendre pourquoi aujourd'hui. En 2009, le rang limite en Ile-de-France du dernier qui choisit chirurgie, c'était 1245. En 2014, c'est 2919. Alors, vous me direz oui, mais il y a eu l'augmentation du numerus clausus, c'est normal. Donc si on calcule en pourcentage, c'est plus 134% d'augmentation pour le rang limite, face à seulement 25% d'augmentation du numerus clausus. Il faut se poser des questions sur l'attractivité de notre discipline. Alors, évaluer les étudiants, mais pas que, faire un choix éclairé aux internes. Encore une fois, centraliser ces informations permettrait vraiment une visibilité, une transparence de ces informations auprès des internes, sur les terrains de stage formateurs, tant en CHU qu'en libéral. Ouvrir un stage formateur, améliorer les compétences pédagogiques des services, attirer les internes dans son service, revaloriser l'enseignement. Comment évaluer? Il existe des outils simples, utilisables, fiables et reproductifs sur lesquels nous avons travaillé. Bon, ça c'est l'état actuel et finalement ce sur quoi nous sommes en train de travailler c'est une sorte de questionnaire qui permettrait de classer comme on classe les pays en AAA, etc. Et, encadrement pédagogique, la recherche, l'enseignement, l'activité clinique et de soins et finalement chaque item serait pondéré
avec aussi des items sur la charge de travail, et puis globalement une vision du niveau de satisfaction. Et puis ça donnerait cette sorte de présentation-là avec la discipline, l'ancienneté, la qualité pédagogique du stage, ABBC, ABC, etc. La charge de travail qui serait cotée, par exemple ici B, et puis le niveau global de satisfaction. Et ça, c'est une simple languette qui permettrait déjà d'en dire beaucoup sur la qualité des terrains de stage et peut-être de revoir les agréments de certains stages. Enfin, l'évaluation chez nos collègues anglo-saxons a encore plus évolué, puisque vous savez que 43% des erreurs commises au bloc opératoire sont dues à des erreurs de communication. Et que dans les compétences, ce qui prévaut c'est au bloc opératoire, c'est les compétences mentales, plus finalement que les compétences physiques, et un petit peu plus que les compétences techniques. Donc c'est vraiment à prendre en compte, et ils l'ont bien compris, avec ces formations d'évaluation non technique, l'apprentissage par compétences, les connaissances, l'habileté, les valeurs, et donc les connaissances de situation, la prise de décision, la communication et le travail d'équipe, le chef d'équipe, et c'est le pas supplémentaire qu'il faudra un jour franchir si on veut optimiser encore une fois la formation des jeunes chirurgiens. Donc là, c'est le questionnaire tel qu'il est fait. Le patient, l'interne qui arrive en retard dans le bloc opératoire, qui ne demande pas les résultats, qui ne considère pas les autres représentés dans la salle opératoire, qui n'écoute pas ce que dit l'anesthésiste. Bref. On ne serait pas tous premiers, je pense, là-dessus. Donc au final, les objectifs nationaux, une formation initiale optimisée pour des outils modernisés, l'évaluation réciproque, c'est ce à quoi nous nous attelons pour le futur, et je vous remercie. Y a-t-il des questions? Questions rapides, réponses rapides? Sur Olivier, tu veux intervenir, non? C'est pour Marc-Olivier Gossier. Bon, on voit qu'il y a un certain nombre d'attentes qui vont dans le même sens que ce qu'on a discuté tout à l'heure. Je crois d'ailleurs que, comme on doit voir la conférence des doyens bientôt pour l'histoire des diplômes, je pense qu'on pourra leur parler aussi du problème de l'enseignement en bloc opératoire, qui est quand même un facteur à prendre en compte dans l'enseignement. Merci Marc-Olivier.